Elle pensait vivre une journée ordinaire au refuge, jusqu'à ce qu'un gémissement venu du box numéro 12 bouleverse tout. Pourquoi ce chien refusait-il de manger, de bouger, ou même d'arrêter de trembler? Et surtout, pourquoi ses yeux semblaient-ils implorer de l'aide sans émettre un seul son? Ce que le vétérinaire a découvert ensuite a transformé une simple visite médicale en véritable enquête criminelle. Et vous, auriez-vous remarqué les signes? Dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? 3 jours passèrent, la neige à Pine Valley tombait et fondait comme un souffle s'accumulant au petit matin pour disparaître en flaques au crépuscule. Au refuge, la vie suivait son rythme discret. Les chiens aboyaient, les bénévoles balayaient et le temps semblait couler lentement, goutte après goutte, comme les stalactites fondantes sur les gouttières. Dusty, lui, n'avait toujours mangé que quelques miettes. Autumn l'observait à distance en remplissant les gamelles d'eau. Il restait collé au mur comme s'il voulait se fondre dans les ombres. Ses yeux suivaient les mouvements non par curiosité mais par prudence. Sous les néons blafards, son pelage semblait encore plus terne, sa peau par endroits visible sous les touffes pelées, et ses tremblements ne cessaient pas. Lorsque Maggie passa avec une pile de dossiers sous le bras, Autumn s'essuya les mains sur son jean et l'interpella. « Il faut qu'on le fasse examiner. Ce n'est pas seulement du traumatisme, je suis sûr qu'il souffre. » Maggie fronça les sourcils. « J'entends bien, mais notre budget vétérinaire est déjà au bord du gouffre. La clinique du comté est surchargée. On réserve généralement les cas critiques. » Autumn la coupa, sa voix calme mais déterminée. Celui-ci en est un. Quelque chose dans son ton, discret mais solide, fit hésiter Maggie. Après une seconde de silence, elle soupira. « D'accord, va voir avec le docteur Graham. S'il peut le prendre, emmène-le. » Le docteur Ethan Graham vivait à la sortie de Pine Valley, là où les arbres semblaient se pencher au-dessus du chemin de gravier. Derrière une clinique discrète en bois de cèdre se tenait une vieille grange rénovée. Une enseigne en bois accrochée à la clôture portait l'inscription « Soins animaliers Graham depuis 1993 ». L'endroit avait une âme. Sur le porche, une balançoire grinçait doucement au vent, une couverture en laine pliée dessus. 2 carillons en métal tintaient doucement dans la brise. Autumn gara le van du refuge. Dusty, silencieux dans sa caisse, n'avait pas émis un son durant le trajet. Pourtant, dans le rétroviseur, elle avait surpris son regard, toujours fatigué, mais moins vide. Ethan ouvrit la porte en balayant la neige de ses manches. Il devait avoir la quarantaine bien entamée, les épaules larges, le dos droit comme un militaire. Ses cheveux noirs courts grisonnaient aux tempes. Ses yeux bleus étaient d'un éclat presque perçant, mais pas froid. Il se radoucissait quand il souriait, ce qui arrivait rarement, mais sincèrement. « Bonjour », dit-il simplement. « C'est le chien dont tu m'as parlé ?»« Il s'appelle Dusty », répondit Autumn. « On pense qu'il a déjà été abandonné, mais il y a autre chose. Je ne crois pas que ce soit juste émotionnel. » Ethan s'accroupit devant la caisse et observa le chien. Dusty le regarda sans grogner ni reculer. Il se contenta de fixer. Lorsque le vétérinaire ouvrit doucement la caisse, Autumn remarqua une légère crispation sur son visage. « Je vais l'emmener dans la salle d'examen. Tu peux rester si tu penses que ça l'apaise. » La clinique était silencieuse et chaude. Des photos d'animaux tapissaient les murs, entrecoupées de diplômes encadrés et d'un cliché en noir et blanc. On y voyait un jeune Ethan en uniforme agenouillé à côté d'un grand berger allemand. En dessous, un nom inscrit en lettres capitales, Rogan. Dusty monta lentement sur la table rembourrée. Autumn resta près de sa tête, murmurant des mots rassurants pendant qu'Ethan commençait son examen. Son geste était ferme, mais respectueux, celui de quelqu'un qui sait manier la douleur. Son pelage est sûrement dans cet état à cause du stress et de la malnutrition, commenta-t-il. Mais ce qui m'inquiète, c'est son ventre. Il pressa doucement l'abdomen de Dusty. Le chien sursauta violemment, émettant un gémissement aigu. Autumn bondit, le front d'Ethan se plissa. Ça ne devrait pas être aussi douloureux. Son ventre est trop tendu. Je veux faire une radio. Tu penses à quoi ? Demanda Autumn, le cœur serré. Je ne suis pas sûr. Une inflammation interne. Ou pire, l'assistante vétérinaire, une femme douce nommée Linda, aux longues tresses grises et aux gestes apaisants, emmena Dusty à l'arrière. Ethan resta un instant dans le couloir, le regard fixé sur la photo de Rogan. Son expression était difficile à lire. « Tu travaillais avec des chiens dans l'armée ?» demanda doucement Autumn. Ethan hocha la tête. « Afghanistan, j'étais infirmier de terrain. Rogan était dans l'unité de détection d'explosifs. Il a pris une détonation pour sauver un gars. » Il y eut un silence.
Il a survécu? De justesse? Répondit Ethan. Je l'ai opéré dans le dos d'un Humvee, avec seulement de la gaz et de la morphine. Il a survécu, il a pris sa retraite avec moi. C'est pour ça que tu es devenu vétérinaire? Il acquiesça lentement. Je me suis dit que si je pouvais réparer un chien au milieu d'une guerre, je pouvais les réparer n'importe où. Pour la première fois ce jour-là, les coins de la bouche d'Automne se relevèrent. 21 minutes plus tard, les radiographies étaient accrochées sur la table lumineuse. Ethan se tenait les bras croisés, les yeux plissés. Autumn attendait, silencieuse. Il pointa à une zone sur l'image. Il y a une pression ici. Peut-être une inflammation. Mais ça pourrait être autre chose. Je veux faire des analyses sanguines. Voir une échographie. Tu crois qu'il a mangé quelque chose? Peut-être? Ou qu'on l'a forcé à manger? Les chiens utilisés dans les combats ou les trafics subissent parfois des choses atroces. Le mot « combat » résonna dans l'esprit d'Autumn comme une pierre tombée dans l'eau. Dusty. Il avait l'air si doux, mais la douleur pouvait transformer les âmes. Elle le savait trop bien. Ethan retira ses gants et s'adossa au comptoir. « Je vais le garder ici cette nuit. L'hydrater, faire les tests, je te dirai ce que je trouve. » « Merci Ethan. » Il hocha la tête, puis ajouta plus doucement « Tu fais du bon travail avec lui. Tous ne surviviez pas à ce genre de trauma. » Autumn déglutit. « J'ai perdu quelqu'un, pas un chien. Mon frère, l'an dernier. » Il ne répondit pas tout de suite, mais son regard changea. Un éclat de compréhension silencieuse, plus éloquent que les mots. « Je suis désolé, dit-il enfin. Parfois, les choses brisées se trouvent, et parfois, elles cèdent à guérir. » Elle hocha la tête, puis elle s'éloigna vers la sortie. Avant de passer la porte, elle s'arrêta. « Qu'est-il arrivé à Rogan ?» Ethan tourna les yeux vers la photo. « Il est mort l'an dernier. De vieillesse? Il a tenu longtemps. » Autumn sourit tristement. « Il a eu de la chance de t'avoir. » Ethan lui rendit un sourire fatigué. « Moi aussi. » Lorsqu'elle reprit la route, la neige recommençait à tomber. Mais cette fois, elle semblait moins froide. La tempête de cette nuit-là s'abattit sur Pine Valley avec une rage sourde. Le vent sifflait entre les peupliers et le grésil tapait contre les vitres comme des doigts nerveux. Dans son petit cottage, près de la forêt, Autumn Whitaker était assise à son bureau, penchée sur un carnet à la couverture rigide noircie par les années. La lumière dorée de sa lampe dessinait de longues ombres sur les murs. Elle avait recommencé à écrire depuis que Dusty avait gémi pour la première fois. Cette plainte douloureuse l'avait touchée d'une façon que rien n'avait pu faire depuis l'accident. Son stylo bougeait lentement sur le papier, comme s'il avait peur d'écrire quelque chose de trop réel. Jour 4. Les yeux de Dusty sont plus vifs aujourd'hui. Toujours craintifs, toujours silencieux, mais il y a une étincelle. Je ne sais pas si c'est de l'espoir ou juste la douleur qui remonte. Parfois, j'ai l'impression qu'il reconnaît ma voix avant même que je parle, comme s'il savait ce que sent le chagrin. Je n'ose pas le dire à voix haute, mais je crois qu'on commence à se comprendre. Elle s'arrêta, le stylo posé sur ses lèvres. Peut-être que guérir, ce n'est pas faire du bruit. Peut-être que c'est juste être là, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un croie que tu ne vas pas partir. Son téléphone vibra doucement sur la table. L'écran s'alluma. Ethan Graham, clinique vétérinaire. Elle décrocha aussitôt. « Ethan ?» Sa voix grave résonna calmement dans l'écouteur. « Désolé de t'appeler si tard. Je viens juste de finir de passer en revue les examens de Dusty. » Le cœur d'Automne se serra. Est-ce que c'est grave? Il y eut une pause. Ça dépend de ce que tu appelles grave. J'ai trouvé 2 fragments métalliques dans son abdomen. Un près de la cage thoracique, l'autre plus bas, près de l'intestin. Autumn resta silencieuse un instant. Du métal? J'ai fait une analyse. Ce sont des éclats de balles. Elle ferma les yeux. Tu veux dire qu'il a été tiré dessus? Oui, répondit-il doucement. Au moins 2 fois. D'après les tissus cicatriciels, ce n'est pas récent. Plusieurs semaines, peut-être même des mois. Un des éclats est passé à quelques millimètres d'un nerf. Ça pourrait expliquer les tremblements. Autumn sentit la vérité la frapper de plein fouet. Ce n'était pas le froid qui faisait trembler Dusty, c'était la douleur. J'appelle l'agente Kowalski demain matin, ajouta Ethan. Ce genre de blessure, c'est un cas d'abus. L'agente Tessa Kowalski travaillait dans la protection animale du comté de Fairview depuis plus de 10 ans. Début quarantaine, peau hâlée, cheveux bruns toujours tressés sous sa casquette d'uniforme. Elle était connue pour son calme et son intolérance absolue envers la cruauté. Elle faisait 1m60, de solide et direct, avec une voix rarement haute mais toujours ferme. Le lendemain matin, Ethan et Autumn l'attendaient à la clinique. Dusty reposait dans un box propre, une perfusion branchée à sa patte, ses couvertures changées, son souffle calme mais faible. Tessa s'accroupit près de lui. Elle ne dit rien pendant un moment.
Son regard passait de l'animal aux fiches médicales, puis à Autumn. « Il a de la chance d'être en vie », murmura-t-elle. « Vous pensez pouvoir identifier l'homme qui l'a amené ?» demanda Autumn. Maggie avait déjà fourni le registre du refuge. Autumn avait décrit ce qu'elle se rappelait. Un homme dans la quarantaine, sweat gris à capuche, regard fuyant, main tremblante. Rien de marquant. Tessa hocha la tête, griffonnant dans son carnet en cuir élimé. La plupart des abuseurs n'amènent pas eux-mêmes les animaux. S'il l'a fait, c'est qu'il voulait cacher quelque chose. On va vérifier les caméras de circulation, voir si on retrouve son véhicule. Peut-être que quelqu'un le reconnaîtra. Quand Tessa partit, Ethan se tourna vers Autumn. « Il va devoir être opéré, dit-il doucement, et rapidement. Je peux m'en charger, mais ce sera risqué. Fais-le, répondit-elle sans hésiter. Peu importe le coût, on trouvera une solution. Ce soir-là, Autumn rentra chez elle vidée. Elle s'installa à son bureau, ouvrit son carnet et écrivit sans s'arrêter jusqu'à ce que sa main la brûle. Tiré dessus, il a été tiré dessus. Et malgré tout, il m'a fait assez confiance pour poser sa tête près de ma main. Je ne comprends pas. Moi, je ne fais plus confiance à personne. Je grogne intérieurement quand quelqu'un double dans une file. Je détourne le regard dans les cafés. Et lui, il me regarde comme si c'était moi la victime. Pas lui. Elle tourna quelques pages en arrière, revint à une phrase ancienne. Le chagrin ne part pas. Il devient juste plus silencieux, comme les pleurs de Dusty. Il attend qu'on écoute. Les jours suivants furent une succession de gestes intenses et de silences tendus. Les rumeurs concernant Dusty commencèrent à circuler. Maggie publia un message discret sur la page du refuge, demandant des témoignages anonymes. Peu à peu, les dons commencèrent à arriver. Des enveloppes contenant quelques billets, parfois une note griffonnée. Pour le chien doré, aucun être ne mérite ça. Ethan se préparait pour l'opération. Autumn venait voir Dusty 2 fois par jour. Parfois, elle lui lisait des extraits d'un vieux roman qu'elle gardait toujours dans son sac. Il avait commencé à remuer la queue en la voyant entrer, juste une fois ou deux. Mais c'était suffisant pour qu'elle pleure en silence, en remontant dans sa voiture. Le jeudi suivant, l'agent Kowalski revint avec du nouveau. « Je crois qu'on a une piste », annonça-t-elle. « Un homme du coin, Randall Pierce. Il correspond à la vidéo du refuge. Il a déjà été signalé. Rien de sérieux, mais plusieurs plaintes pour combasse de chiens. » Le sang d'Autumn se glaça. « Je vais continuer à creuser », ajouta Tessa. « Mais là, ça devient sérieux. » Ce soir-là, Autumn s'assit au bord du box de Dusty. Sa tête reposait sur sa cuisse, ses yeux mi-clos. « Je suis désolée », murmura-t-elle en lui caressant doucement les oreilles. « Pour ce qu'ils t'ont fait, pour ne pas être arrivé plus tôt, pour tout ce que tu as enduré seul. » Sa queue battit doucement contre la couverture, lentement, mais sûrement. « Ce n'est pas fini », ajouta-t-elle, « mais tu n'es plus seule. » La neige avait fondu. En ce début de mars, la terre détrempée autour de Pine Valley s'étalait comme une plaie, en train de guérir lentement. Les oiseaux, prudents, revenaient par petits groupes, perchés sur les fils électriques, comme pour sonder si le monde était à nouveau habitable. Au refuge, le printemps marquait habituellement le retour des adoptions, des aboiements joyeux, du chaos des familles venues rencontrer leurs futurs compagnons. Mais dans le box 12, tout était encore calme, patiemment calme, comme l'œil d'une tempête qui n'était pas encore passée. Autumn se tenait dans le couloir arrière de la clinique vétérinaire, un carnet à la main. À l'intérieur, elle avait écrit et réécrit la même description, 3 fois, en changeant à peine les mots. Homme, début quarantaine, sweat gris, égratignure sur le poignet droit, manche longue malgré la chaleur, regard fuyant. Elle tendit le carnet à Tessa Kowalski. L'agente le feuilleta, son front plissé de concentration. « Tu es sûr pour les égratignures ?» demanda-t-elle. Autumn acquiesça. « Elles étaient rouges, en biais, fraîches. Des marques de défense, » murmura Tessa. « Si Dusty l'a mordu pendant une lutte, on pourra peut-être croiser son ADN si on met la main sur ce type. » Elles entrèrent ensemble dans le bureau annexe de la clinique où une grande carte de Pine Valley et des comtés voisins couvraient un mur entier. Des épingles de couleur signalaient les signalements passés, négligence, plaintes sonores, dépôts anonymes. Certaines étaient isolées, mais d'autres formaient une grappe inquiétante au nord-ouest de la ville, près des collines. On a reçu plusieurs signalements concernant une vieille ferme, près de Crooked Bend, expliqua Tessa en désignant les 3 épingles rouges au coin de la carte. Soupçons de combat, d'élevage illégal, rien de concret jusqu'ici. Ethan, qui venait de vérifier la perfusion de Dusty, entra dans le bureau, l'air plus fatigué que d'habitude. Ses cernes semblaient avoir creusé son regard, mais sa voix, elle, était plus ferme que jamais. «
Si Dusty vient de là-bas, alors il y en a sûrement d'autres. J'ai déposé une demande de mandat, ajouta Tessa. Si elle est approuvée, on y va lundi matin. Autumn sentit son estomac se tordre. Comment peut-on regarder un chien comme Dusty et voir juste un produit? Le visage de Tessa resta impassible. Parce qu'il ne voit pas Dusty. Il voit une ressource, un moyen de gagner de l'argent, un objet. Mais une fois qu'on prouve la cruauté, on peut changer la donne. Autumn jeta un regard vers la salle de soins, là où Dusty reposait sous une couverture propre, ses yeux enfin fermés dans un sommeil paisible. « Je veux aider » murmura-t-elle. Ethan lui jeta un regard doux. « Tu aides déjà ?» Mais Autumn voulait faire plus. Le soir même, elle se rendit au centre communautaire de Pine Valley. Dans une pièce inutilisée à l'arrière du bâtiment, elle nettoya la poussière, déplaça quelques chaises et accrocha un petit panneau sur le tableau d'affichage « Cercle de parole, guérir ensemble ». En dessous, elle ajouta une note manuscrite « Aucune prise de parole obligatoire. Venez juste vous asseoir. Être là, c'est déjà beaucoup ». La première fois, personne ne vint. Mais la deuxième semaine, une adolescente entra discrètement. Elle s'appelait Kayla. Elle portait un sweat noir, les bras croisés tout le long. Elle ne dit rien, ne regarda personne, juste le sol. La semaine suivante, ils étaient 3. Gérald, un ancien pompier à la retraite avec des mains tremblantes et un regard doux, et Amanda, une boulangère veuve depuis décembre. La 4e semaine, ils étaient 9, dont Ethan. Il arriva en retard ce soir-là, encore vêtu de sa blouse. Il ne parla pas, mais il resta jusqu'à la fin. Alors que les autres partaient, il resta un instant sur le pas de la porte. Autumn lui tendit un vieux thermos cabossé. « J'ai du thé chaud !» Il prit la tasse, souffla dessus, puis dit « J'ai recommencé à rêver de Rogan, mais pas de sa mort, plutôt de l'avoir laissé tomber. » Autumn posa une main sur la rambarde du porche. « Tu ne l'as pas abandonné, c'est ce que je veux croire, » murmura-t-il. « Mais parfois, j'ai l'impression d'entendre son aboiement quand je passe près de la vieille grange. C'est ridicule, hein ?» Elle secoua doucement la tête. « Pas du tout. Moi, je pose encore une 2e tasse de café le matin. Pour mon frère, certaines habitudes ne se brisent pas juste parce que nos cœurs le font. » Ethan hocha la tête sans rien dire. Le lundi, le mandat fut accordé. Tessa prit la tête de l'opération, accompagnée de 2 adjoints du shérif et d'une fourgonnette de la brigade animalière du comté voisin. Autumn n'avait pas le droit de les suivre, mais elle attendit au refuge, le regard rivé à son téléphone qu'elle rafraîchissait toutes les 30 secondes. En début d'après-midi, le message tomba, on les a trouvés. 14 chiens saisis et sécurisés. Dusty n'était pas le seul. La propriété était une ferme délabrée, 3 cabanes, une grange à moitié effondrée. À l'intérieur, ils avaient trouvé des chiens émaciés, des cages rouillées, des chaînes incrustées dans le béton et des traces de sang sur les murs. Les blessures de Dusty correspondaient parfaitement à ce qu'ils avaient vu. Parmi les chiens retrouvés, il y avait une jeune chienne noire et feu, une oreille manquante, un bâtard bringé tremblant de peur et un vieux berger aveugle d'un œil. Aucun n'avait de nom. Ethan en prit 5 en charge pour des soins d'urgence. Autumn resta jusqu'à tard dans la nuit, nettoyant les cages, préparant du riz et du poulet dans la cuisine du refuge, chuchotant des mots doux aux nouveaux arrivants. « Bienvenue chez vous » murmurait-elle encore et encore, même s'il ne la regardait pas. Quand Tessa revint à la clinique ce soir-là, elle tenait une chemise cartonnée à la main. « Randall Pierce, c'est bien lui. » Pris en flagrant délit. « Et tu avais raison pour les manches longues, on a retrouvé son sweat dans la maison. Il y avait encore une tache de sang. L'ADN correspond à Dusty. » Autumn s'assit lentement, le souffle court. « Alors c'est terminé ?»« Pour lui, oui, » confirma Tessa, en attente de procès. Mais Dusty n'a pas encore fini son histoire. Ce soir-là, Autumn s'assit de nouveau près de Dusty. Il avait désormais une couverture à son nom, brodée en fil bleu, Dusty. Ses yeux étaient plus clairs, sa respiration plus stable. Quand elle entra dans la pièce, sa queue bougea, pas frénétiquement, mais assez. Elle se laissa glisser contre le mur, ses jambes ramenées contre elle. Dusty, lentement, posa sa tête contre sa cuisse, et elle, en silence, lui caressa les oreilles jusqu'à ce que ses paupières se ferment à moitié. Elle ouvrit son carnet, le feuilleta un instant, puis lut doucement à voix haute. « La douleur laisse des traces. Elle marque la peau, mais aussi la mémoire. Mais je commence à croire, non à savoir, que l'amour laisse des cicatrices plus profondes encore. Et Dusty, si tu es capable de croire encore aux mains qui t'ont blessé, alors peut-être que moi aussi je peux croire à un avenir. » La tête de Dusty bougea légèrement contre elle, un souffle chaud s'échappant de son museau. Il dormait. Le lendemain matin, Pine Valley se réveilla sous un ciel d'un gris poisseux.
La pluie ruisselait lentement sur les toits, s'infiltrant dans les interstices du bois et serpentant le long des routes de gravier comme des murmures. Autumn se tenait sur le perron du refuge, une tasse fumante entre les mains, son souffle se mêlant à la vapeur. Elle regardait les collines, brumeuses et lointaines. Derrière elle, l'intérieur du refuge était étrangement silencieux. Les chiens nouvellement arrivés, chacun portant en lui une histoire qu'on n'oserait pas encore raconter, occupaient la section quarantaine. Dusty, lui, restait à la clinique pour poursuivre sa convalescence. Mais sa présence, ou peut-être le vide qu'il laissait, flottait dans l'air. Tessa Kowalski passa ce matin-là, sa veste de service humide aux épaules, elle tenait une enveloppe sous le bras, et il y avait une tension dans ses gestes qu'Autumn avait appris à reconnaître. « On a eu confirmation » dit-elle d'un ton bas. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une image imprimée, capturée à partir d'une vidéo retrouvée dans la grange. Une image en noir et blanc, floue et granuleuse. Autumn prit le papier et sentit son ventre se nouer. Ce qu'on a retrouvé sur les caméras, c'est brutal. Des chiens poussés dans des fosses, enchaînés à des pneus. Dusty est là-dessus, il est plus jeune sur les images, plus maigre encore, il a du sang sur le flanc. Mais il ne se bat pas, il se recroqueville. Autumn sentit la nausée monter. « Il y a pire !» ajouta Tessa. Elle sortit une deuxième image, une capture arrêtée juste avant que la vidéo ne coupe. On y voyait Dusty bondir vers un homme. Ses crocs visibles, son corps tendu. Mais ce n'était pas de la rage, pas de l'attaque. Il essaie d'arrêter quelque chose, murmura Autumn. Tessa hocha la tête. 2 images plus tard, il est au sol. D'après la trajectoire des blessures et des éclats retrouvés, il a été tiré dessus immédiatement après. Autumn regarda l'image encore, même floue, même en noir et blanc. Elle voyait la position de Dusty, la protection dans son geste. Il a essayé d'empêcher l'horreur, et on l'a puni pour ça. Tessa glissa les images dans une pochette, ce qui fait de lui un témoin. Et une victime. Les chiens se souviennent ? Demanda Autumn à voix basse. Je crois que oui, répondit Tessa. Mais ils pardonnent mieux que nous. Cet après-midi-là, Autumn rentra chez elle et trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans adresse de retour. Son nom y était écrit à la main, d'une écriture inclinée, malhabile. Elle l'a reconnu immédiatement. Sa main tremblait en l'ouvrant. À l'intérieur, une feuille unique, écrite à l'encre bleue. « Autumn, je ne te demande pas de me pardonner, je ne le ferai pas à ta place. Je revois cette nuit 1000 fois dans ma tête. La bouteille, le virage, les phares. Ton frère ne méritait pas ça. C'était un bon gamin, trop bon pour partir si tôt. Je ne sais pas pourquoi j'écris. Peut-être parce que j'ai appris que tu étais revenu en ville. Peut-être parce que j'ai vu ton nom dans le journal à propos du refuge. Ou peut-être parce que la culpabilité dure plus longtemps que la douleur. Je suis désolé, ce n'est pas suffisant, mais c'est vrai. » Mark Jensen, l'homme qui avait conduit ivre, l'homme qui avait pris la vie de son frère d'un geste aussi banal qu'un clignement d'œil. Il avait purgé sa peine. Probation, travaux d'intérêt général, permis suspendu, et des excuses en cours qui sonnaient comme celles d'un inconnu. Autumn replia la lettre avec lenteur, la rangea dans son enveloppe. Elle ne pleura pas, pas encore. Elle alluma la petite bougie qu'elle gardait sur son bureau, celle qu'elle allumait quand écrire devenait trop lourd, puis elle s'assit. Et ne nota rien ce jour-là. Le matin suivant, le téléphone sonna. C'était Ethan. « Il est stable, dit-il. Il mange mieux. L'inflammation a diminué, je crois qu'on a passé le plus dur. »« J'arrive tout de suite, » répondit-elle. Lorsqu'elle entra dans la salle, Dusty était assis. Pas couché, pas recroquevillé. Assistant, il avait l'air plus maigre, bien sûr. Ses points de suture étaient encore visibles, mais ses yeux brillaient. Et cette fois, ce n'était plus la douleur, c'était la lumière. « Autumn, » dit Ethan en souriant. « Ce chien, c'est un miracle. » Dusty pencha la tête, puis posa son museau contre la poitrine d'Autumn. Elle referma les bras autour de lui. « Je sais, » murmura-t-elle. Plus tard dans la journée, une journaliste du Pine Valley Herald passa les portes du refuge. Elle s'appelait Rachel Dorsey, la trentaine vive, de petite taille, avec une tignasse rousse ébouriffée et une manière de parler si rapide qu'une simple salutation prenait des airs d'interview improvisée. « J'ai entendu parler de Dusty », lança-t-elle, un carnet en main. « Les gens en parlent en ville. Il y a une photo de lui pendant la saisie qui circule. Elle est devenue virale. » Autumn, prise au dépourvu, se figea. Elle n'avait jamais cherché les projecteurs. Elle avait simplement suivi une intuition, un besoin viscéral de faire quelque chose. Mais Rachel ne demandait pas un scoop, elle offrait une tribune. « Je pense que les gens ont besoin d'entendre cette histoire, » dit-elle. «
Pas seulement parce que c'est triste, mais parce qu'il a survécu. Et que ça, c'est rare. Autumn hocha doucement la tête. Ce soir-là, elle revint à son cercle de parole. La salle était un peu plus pleine maintenant, quelques visages familiers, un homme était venu avec son fils adolescent, une femme tenait un cadre photo serré contre elle tout le long. Quand le calme s'installa, Autumn parla. « J'ai reçu une lettre hier, dit-elle, de l'homme qui a tué mon frère. » Le silence s'épaissit. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas à quoi ressemble le pardon. Mais aujourd'hui, j'ai tenu dans mes bras un chien qui a été battu, mutilé, abandonné, et qui a quand même eu la force de poser sa tête sur mes genoux. Alors peut-être que c'est par là que ça commence. Personne n'applaudit, personne ne pleura. Mais quelque chose se brisa dans ce silence, et quelque chose d'autre commença. Les jours qui suivirent furent-ils baignés d'une lumière douce, comme si le printemps lui-même hésitait à s'installer trop vite. Mais à Pine Valley, quelque chose changeait. Une chaleur nouvelle flottait dans l'air. Au refuge, les aboiements se mêlaient à des rires, des voix humaines, des visiteurs. La vidéo de Dusty lors de la journée d'adoption s'était propagée comme une traînée de poudre. On le voyait, encore amaigri, mais debout, avec son bandana vert autour du cou. L'image d'Autumn à genoux, recevant la lettre de l'enfant, avait ému jusqu'au-delà des frontières du comté. Des centaines de milliers de vues, des messages venus de partout. Et avec eux, les candidatures, plus de 50 demandes d'adoption, des familles, des couples retraités, des vétérans. Même une école spécialisée en Oregon avait écrit pour faire de Dusty leur chien de soutien officiel. Tous voulaient offrir à Dusty un foyer, un jardin, un canapé, des caresses à l'infini. Mais Autumn n'arrivait pas à signer les papiers. Chaque fois que Maggie abordait le sujet, la voix légère mais les yeux inquisiteurs, Autumn répondait par un sourire vague. « J'ai encore besoin d'un peu de temps. » Mais ce n'était pas du temps qu'il lui fallait, c'était du courage. Parce que rien que l'idée de voir Dusty partir lui serrait la poitrine d'une manière qu'elle n'osait pas nommer. Ce week-end-là, le refuge organisa sa journée annuelle d'adoption printanière. D'ordinaire, c'était un événement modeste, quelques guirlandes, une table de limonade, des biscuits, des fêtes maison. Mais cette année, c'était autre chose. Les bénévoles avaient décoré la clôture d'entrée avec des empreintes de pâtes peintes à la main et des rangées de soucis en pot. Un food truck s'était garé devant. Un groupe local de bluegrass jouait gratuitement. Et Dusty était l'invité d'honneur. Autumn l'avait brossé longuement ce matin-là. Son pelage avait repris sa densité, doré, presque lumineux. La lumière du matin dessinait autour de lui des halos discrets. Il portait son bandana vert brodé d'un seul mot, aimé. Quand ils sortirent tous les deux dans le champ à côté du refuge, une acclamation s'éleva dans la foule. Des enfants coururent vers lui, des adultes agitèrent de la main. Et plusieurs appareils photo capturèrent l'instant à distance respectueuse. Dusty resta près d'Autumn, digne, le regard paisible. Sa queue bougea à peine, comme s'il savait. Parmi la foule, un garçon se tenait à l'écart. 8 ou 9 ans, chemise à carreaux trop grande, cheveux blonds en bataille, c'était Caleb, le petit voisin d'Autumn. Celui qui lui avait offert un jour une pomme de pin parce qu'elle ressemblait à un arbre miniature. Il s'approche lentement, serrant quelque chose dans ses mains. « Bonjour Caleb », dit Autumn avec un sourire. « Bonjour Madame Autumn », répondit-il, les joues rouges. « J'ai fait ça. » Il lui tendit une feuille de papier pliée, les bords froissés, tachés d'encre. Elle l'ouvrit. C'était une lettre écrite à la main, maladroitement, mais avec soin. Aux gens du refuge, je veux que Dusty reste avec Madame Autumn parce qu'elle l'aime et lui aussi. Je les vois quand ils se promènent. Et ils ont l'air d'être meilleurs amis. Parfois, Madame Autumn a l'air triste, mais Dusty la rend moins triste. S'il part, je pense qu'elle sera de nouveau seule. Alors s'il vous plaît, laissez-la le garder, même si elle ne le demande pas. Moi, je le demande pour elle. Avec tout mon amour, Caleb. » Une larme tomba sur le papier sans qu'elle s'en rende compte. Maggie arriva derrière elle avec une enveloppe à la main. Elle avait l'air de savoir. « Je ne t'ai rien dit, mais on espérait tous que tu dirais oui. » Alors on a demandé à Caleb d'écrire cette lettre. Officiellement, notre règlement prévoit les adoptions communautaires exceptionnelles. Ethan s'approcha, tenant la laisse de Dusty. Son sourire ne disait rien, mais ses yeux disaient tout. Autumn rit à travers ses larmes. « Vous vous êtes ligué contre moi ?»« Pour le bien commun, répondit Ethan. Maggie lui tendit un formulaire. Il ne manque qu'une signature. Autumn s'agenouilla et regarda Dusty dans les yeux. « Tu es d'accord, mon grand ?» Dusty s'avança doucement et posa son front contre le sien.
La réponse était évidente, elle signa. Le reste de l'après-midi s'écoula dans un tourbillon de rires, de poignées de main, de câlins improvisés et de sourires sincères. Quelqu'un apporta un gâteau, le groupe de musique joua plus fort. Dusty, lui, reçut plus de caresses qu'il ne pouvait en compter. Autumn ne se souvenait pas de chaque visage, mais elle se souvenait de chaque phrase qui comptait. Il a trouvé sa personne. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas vous qui l'avez adopté, c'est lui qui vous a choisi. Ce soir-là, quand tout le monde fut reparti, quand les ballons se détachèrent mais doucement des clôtures et que les guirlandes commencèrent à battre mollement au vent du soir, Autumn s'installa sur le perron du refuge. Dusty s'allongea à ses pieds, la tête posée sur ses genoux. Le ciel virait à l'orange, un silence doux les enveloppait, un silence qui ne pesait pas mais qui berçait. À l'intérieur, sur le comptoir de la cuisine, une nouvelle médaille attendait. On y avait gravé « Dusty Whittaker » chez lui. Le matin suivant, l'air sentait la lavande et la terre humide. Le lac de Pine Valley miroitait sous un ciel pâle, les reflets calmes comme un cœur apaisé. Les roseaux frémissaient doucement et les saules penchaient leurs branches sur l'eau, comme pour chuchoter à ceux qui passaient. Autumn marchait lentement sur le sentier de gravier qui longeait le bord du lac. Ses bottes écrasaient les galets mouillés avec un son doux et rassurant. À ses côtés trottait Dusty, sans laisse. Il n'y en avait plus besoin. Le lien qui les unissait n'était pas de cuir. C'était un fil invisible, tissé dans la confiance et la survie partagée. Ce sentier, c'était celui de son frère, celui qu'ils arpentaient adolescents l'été, quand ils pensaient que le monde ne changerait jamais. Ils y faisaient des courses de bâtons dans le ruisseau, lançaient des pierres plates et parlaient de leurs rêves d'université ou de leurs peurs les plus profondes. La sienne, c'était d'être laissé derrière. La sienne à lui, d'être oublié. Cette peur avait longtemps collé à Autumn comme une seconde peau. Mais ce matin-là, elle lui semblait plus lointaine, comme un souvenir devenu flou. Elle s'arrêta à un banc familier, un peu bancal, mais encore solide. Elle en essuya la rosée du revers de sa manche et s'y assit. Dusty se coucha à ses pieds, le museau posé sur sa botte, dans un soupir satisfait. Quelques minutes plus tard, une silhouette familière apparut de l'autre côté du sentier. Ethan. Il portait une veste en jean, un sac en toile en bandoulière, ses cheveux ébouriffés par le vent. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-il en guise de bonjour. « Pas vraiment », répondit Autumn avec un demi-sourire. Il s'assit à côté d'elle, sortit un petit paquet enveloppé de toile et noué d'une ficelle. « J'ai travaillé là-dessus, je voulais que tu l'aies. » Autumn leva un sourcil. « Tu dessines ? Seulement quand ça compte, » répondit-il. Elle défit lentement la ficelle. Le paquet contenait une toile, petite mais vibrante, une aquarelle rehaussée d'encre. On y voyait une femme assise sous un saule, les yeux fermés, le visage tourné vers la lumière de l'aube. À ses pieds, un chien doré, recroquevillé, le pelage éclatant, la posture paisible. Le ciel en arrière-plan passait de la nuit à l'aurore, comme un souffle. La gorge d'Autumn se serra. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Tu l'as fait de mémoire ?» Ethan hocha la tête. « Du premier matin où il t'a suivi jusqu'à la maison. » Elle effleura le bord de la toile du bout des doigts. « Merci. »« Avec plaisir. » Ils restèrent là un moment, en silence. Le soleil montait lentement, effleurant la cime des arbres. 2 canards passèrent sur le lac, laissant une traînée d'eau derrière eux. Au loin, un rire d'enfant s'éleva. Plus tard dans la semaine, Autumn était assise à son bureau, la peinture posée à côté de son ordinateur portable, Dusty couché près de la fenêtre. Elle ouvrit un nouveau document et tapa un titre « Doré m'a sauvé ». Ça avait commencé par des notes dans son carnet. Mais désormais, c'était plus. Un témoignage, une histoire qui n'était pas uniquement sur la douleur, mais sur la lumière. Sur le fait que, parfois, elle trouve son chemin jusque dans les plus petites fissures. Elle écrivit la première phrase. « Voici l'histoire d'un chien que l'on a jeté comme un déchet, et d'une femme qui pensait ne plus rien avoir à offrir. On s'est trouvés dans les décombres, et ensemble, on en est de sortie. Dehors, le printemps avançait à pas feutrés. Les lilas commençaient à s'ouvrir, les enfants circulaient dans les rues, le soleil tiédissait les trottoirs. Mais à l'intérieur du refuge, les choses bougeaient aussi. La vidéo de Dusty avait dépassé le 1 million de vues. Les commentaires affluaient, chacun partageant une histoire, une photo de chien adopté, un mot d'espoir. Une école en Arizona avait lancé un programme de lecture avec des chiens de refuge. Un centre de soins dans l'Oregon avait baptisé une salle, la pièce de Dusty pour les animaux traumatisés. Un mouvement était né. Autumn ne comprenait pas tout à fait comment cela avait pris autant d'ampleur, mais elle en était reconnaissante.
parce que quelque part, un enfant serrait contre lui un chien qui n'avait connu que la peur. Et ailleurs, quelqu'un apprenait à faire confiance à nouveau, non pas grâce à une thérapie coûteuse ou à des médicaments, mais par le simple regard d'une créature qui ne demandait rien d'autre que de la présence. Le refuge décida d'étendre son programme Pattes et Présence. Ethan travailla avec des thérapeutes locaux pour créer des séances de groupe alliant soutien émotionnel et contact animal. Autumn, elle, mit en place des cercles d'écriture pour les personnes en deuil, les incitant à raconter leurs blessures en mots quand leur voix restait bloquée dans la gorge. Et Dusty devint bien plus qu'un symbole. Il devint un compagnon, un ancrage, un rappel. Un après-midi, alors qu'elle revenait du bureau de poste, Autumn trouva une nouvelle note glissée dans sa porte. Elle était écrite au crayon sur une feuille à lignes déchirées. L'écriture était celle d'un enfant. « Chère Madame Autumn, je suis content que vous ayez gardé Dusty. Il a l'air heureux. Vous aussi. Je pense qu'il vous a sauvé. Mais aussi, je pense que vous l'avez sauvé aussi. Caleb. » Elle l'épingla sur son frigo, juste à côté de la première lettre qu'il lui avait remise. Et dessous, elle ajouta une petite phrase à la main. « Oui, on s'est sauvés mutuellement. » Dans un monde qui oublie souvent les âmes blessées et abandonne ceux qui saignent en silence, l'histoire de Dusty rappelait que personne n'était trop loin pour être sauvé. Par la fidélité silencieuse d'un chien autrefois rejeté et la force discrète d'une femme qui réapprenait à vivre, on voyait que la guérison ne venait pas toujours avec des cris ou des miracles éclatants. Parfois, elle naissait dans les silences partagés, dans une patte posée sur une cuisse, dans un soupir de soulagement. Peut-être que ce n'était pas un hasard si Dusty et Autumn s'étaient trouvés, peut-être que c'était une forme de miracle discret, une voix du destin ou de Dieu murmurant que les cœurs brisés méritaient aussi un foyer. Comme le dit ce vieux verset inscrit au-dessus du bureau du refuge, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Et cette histoire en était la preuve. Parfois, la grâce arrive sur quatre pattes sans prévenir. Dans les semaines qui suivirent, le programme du refuge prit une ampleur inattendue. Des appels venaient de tout l'État et même d'autres. On voulait comprendre comment une petite ville comme Pine Valley avait réussi à créer un espace de soins à la fois simple et si profond. Des étudiants en psychologie vinrent observer les séances. Des vétérans s'inscrivirent au groupe. Même des enseignants voulurent de faire venir les chiens dans leurs écoles. Et Dusty, lui, continuait à faire ce qu'il savait faire de mieux, être là. Il ne jouait pas à la balle, il ne sautait pas dans les flaques, il n'aboie presque jamais. Mais il venait, discrètement, se coucher près des jambes de ceux qui avaient besoin, sans poser de questions, sans attendre quoi que ce soit. Le programme s'appela « La deuxième laisse ». Ils organisèrent la première rencontre dans le champ derrière le refuge, là où l'herbe repoussait doucement, là où les arbres ondulaient paisiblement. Des chaises pliantes, quelques couvertures, des thermos de thé chaud. Dusty passa d'un groupe à l'autre. Parfois, il se couchait à côté d'une personne sans prévenir. Parfois, il restait à distance. Personne ne le forçait. Personne ne lui demandait plus que ce qu'il voulait donner. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Autumn et Ethan restèrent eux seuls sur le perron du refuge. Les derniers invités venaient de partir. Le ciel se teintait d'or et de violet. Dusty dormait, roulé en boule près de la rampe. « Tu sais que tu as bien fait, hein ?» dit doucement Ethan. Autumn secoua la tête avec un sourire. « On a bien fait. » Un silence confortable s'installa. Le genre qui ne demande pas à être comblé. Puis elle reprit, plus bas, « J'ai reçu une autre lettre, de Marc. » Ethan tourna la tête. « Il veut te revoir ? Il m'a demandé si j'accepterais de le rencontrer. » Un silence. « Tu veux ? Je ne sais pas. » Elle caressa la tête de Dusty. « Mais je ne suis plus en colère, pas comme avant. Et peut-être que c'est suffisant, pour l'instant. » Ethan ne dit rien, mais il glissa sa main sur la sienne. Lentement, naturellement, les lampes du refuge s'allumèrent derrière eux, une à une, tandis que les étoiles perçaient dans le ciel. Et à l'intérieur, les chiens s'endormaient. Mais dehors, la nuit se remplissait de promesses, comme si chaque souffle de vent disait « Tu n'es plus seul ». À la fin du mois d'avril, Pine Valley s'était transformé en aquarelle. Les pissenlits parsemaient les prés comme de petites éclaboussures de soleil, les abeilles bourdonnaient autour des cornouillers en fleurs, et les fenêtres s'ouvraient de nouveau, laissant passer l'odeur du pain chaud, des lilas et de la terre mouillée. Le refuge, lui aussi, semblait respirer différemment. Il ne s'agissait plus seulement d'aboiements ou de battements de queue.
Il y avait une autre énergie dans l'air, une sorte d'espoir revenu s'installer là où il n'y avait autrefois que le silence du chagrin. Les nouvelles de l'histoire de Dusty avaient dépassé les frontières du comté. L'article du Pine Valley Herald avait été repris par une revue régionale, puis une station de radio en avait parlé. Et très vite, les choses avaient pris une ampleur qu'aucun d'eux n'avait prévue. Des dons affluaient, des chèques accompagnés de lettres manuscrites, des colis remplis de friandises pour chiens, de jouets cousus main, de colliers brodés de mots comme « brave »,« nos guérisons » ou « espoir ». Certains enfants envoyaient même des dessins. L'un d'eux, signé d'une petite fille nommée Lila, représentait Dusty avec une couronne dorée sur la tête et un cœur rouge juste au-dessus. Le dessin fut affiché sur le mur d'entrée du refuge, sous un panneau, pour tous ceux qui ont survécu et ceux qui les ont entendus. Mais au milieu de cette vague d'amour et d'enthousiasme, c'était une autre forme de reconnaissance qui laissa Autumn sans voix. Les demandes d'adoption, plus de 50 candidatures officielles. Familles avec enfants, couples retraités, enseignants, vétérans, des gens de partout, du Michigan au Nouveau-Mexique. Tous écrivaient la même chose, sous des formes différentes. Nous voulons lui offrir un foyer. Il nous a bouleversés. Nous avons pleuré pour lui. Nous l'avons aimé sans le connaître. Mais Autumn, elle ne pouvait pas le laisser partir. Pas encore. Peut-être jamais. Chaque fois que Maggie lui montrait une nouvelle lettre ou ouvrait une enveloppe marquée « Adoption prioritaire », Autumn souriait avec douceur, serrait les mâchoires, puis murmurait « Il a encore besoin de moi ». Mais elle savait que c'était elle qui avait encore besoin de lui. Ce lien, ce n'était pas un simple coup de cœur, c'était une guérison mutuelle, une reconstruction lente et profonde. Chaque matin, quand elle ouvrait les yeux et qu'elle voyait Dusty couché au pied du lit, sa respiration calme, ses yeux mi-clos, elle se souvenait qu'elle était encore capable d'aimer et d'être aimée. Il avait été officiellement placé en observation de transition. C'était le terme administratif employé par Maggie. Mais personne ne se faisait d'illusions. Dusty n'irait nulle part. Et en vérité, il n'en avait jamais eu l'intention. Autumn avait aménagé son coin dans sa chambre. Un matelas orthopédique recouvert de couvertures en polaire, un vieux pull de son frère que Dusty avait adopté dès le premier soir. Il s'y blottissait comme dans un cocon. Et les nuits où Autumn se réveillait haletante, les rêves encore accrochés à sa gorge, des bruits de pneus, des cris, un cadre photo brisé, Dusty était déjà là, assistant attentif. Silencieux, il ne gémissait pas, ne jappait pas. Il venait juste s'allonger près d'elle, posant sa tête contre ses côtes, et dans cette présence douce, elle reprenait contact avec le présent. « Je vais bien », murmurait-elle, ses doigts enfouis dans son pelage chaud. « Je suis là, tu es là », et dans ces instants-là, sa voix ne tremblait plus. Un samedi matin, alors que le ciel se fendait en un bleu pâle d'une pureté presque irréelle, Ethan se présenta au cottage d'Autumn avec un thermos de café et un éclat malicieux dans les yeux. Il portait un jeans et une chemise en flanelle retroussée aux manches, dévoilant des avant-bras musclés et un tatouage discret près du pli du coude. Des ailes fines et juste en dessous, des initiales en lettres cursives. Autumn le regarda, un sourcil haussé. « Tu as l'air dangereusement de bonne humeur ?» Il lui tendit le thermos. « J'ai une idée. Ça sonne déjà comme une mauvaise idée. Je veux lancer un programme pilote, dit-il. Un projet de thérapie et de réhabilitation, mais avec des chiens de refuge. Pas un programme traditionnel. Quelque chose de plus organique. Des groupes de parole, des binômes entre survivants et chiens. Des parcours partagés. Et je veux que Dusty soit notre point de départ. » Autumn resta figé un instant. « Tu veux dire de la médiation animale ? Pas vraiment. Je veux que ce soit moins formel, moins clinique, qu'on laisse les gens guérir à leur rythme, dans la présence silencieuse de ces animaux qui ont eux-mêmes tant traversé. On pourrait fusionner ça avec ton groupe de parole, les sortir dehors, laisser les chiens être eux-mêmes, et les gens aussi. » Dusty, allongé sur les marches du porche, releva la tête. Son regard se posa sur eux, puis retourna vers le soleil. « Je crois que Dusty est prêt, » ajouta Ethan. « Mais c'est lui qui décidera. » Autumn s'assit lentement. Ses mains ne tremblaient plus. Ses cicatrices étaient toujours là, mais elles ne saignaient plus. « Je suis partant, » dit-elle. Le bouche à oreille fonctionna plus vite qu'il ne l'aurait cru. Le refuge, encore galvanisé par la médiatisation autour de Dusty, valida sans hésiter le projet. Ils baptisèrent le programme Secondless. Un nom simple, presque naïf, mais qui disait tout. Des flyers furent accrochés dans les cafés, les centres communautaires, les écoles. Et en moins de 2 semaines, une liste de volontaires se forma. Il y avait Gérald, l'ancien pompier au regard doux.
Il y avait aussi Nena, une jeune mère dont le mari venait d'être déployé outre-mer, et Tracy, une conseillère d'orientation du lycée local qui avait perdu sa sœur quelques mois plus tôt. Aucun d'eux n'était venu pour soigner les autres. Ils étaient venus pour se reconstruire eux-mêmes. La première rencontre eut lieu dans le champ derrière le refuge, là où tout avait commencé. L'herbe était encore tendre, marquée par les traces de pas et les premiers jeux des chiots. Les arbres bruissaient doucement, et l'air portait cette odeur particulière du renouveau. On avait installé des chaises pliantes, des couvertures épaisses, quelques tables avec des thermos de thé chaud et des carnets pour ceux qui voudraient écrire. Dusty alla de personne en personne. Parfois, il venait s'asseoir à côté de quelqu'un simplement, sans prévenir. Parfois, il restait à distance, observant calmement. Et cela suffisait. Personne ne lui demandait quoi que ce soit. Il n'y avait aucune attente, juste de la présence. Ce soir-là, Autumn et Ethan s'assirent sur le porche du refuge, les bras frôlants, les jambes étendues, les regards tournés vers les collines baignées d'orange. Le soleil plongeait lentement derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances rosées et dorées. Dusty, roulé en boule près d'eux, poussa un soupir, un de ces souffles profonds qui ressemblent à une délivrance. « Tu as réussi quelque chose d'incroyable », dit doucement Ethan. « On a réussi », corrigea Autumn avec un sourire. Un silence s'installa, doux, chargé de choses qu'ils ne disaient pas encore, mais qu'ils comprenaient tous les deux. « Il m'a écrit encore ?» dit-elle au bout d'un moment. Ethan tourna légèrement la tête. « Marc ?» Elle hocha la tête. « Il m'a demandé si je voulais le rencontrer. » Il ne répondit pas tout de suite. « Et toi, tu veux ?» ?»« Je ne sais pas. Je n'ai pas de colère en moi. Enfin, plus vraiment. Peut-être que ça suffit. » Il posa sa main sur la sienne, sans un mot, juste ça. Et ce fut suffisant. À l'intérieur du refuge, les chiens s'endormaient peu à peu. Les couloirs s'assombrissaient, les aboiements se faisaient rares. Mais à l'extérieur, les premières étoiles perçaient dans le ciel, timides et brillantes, comme pour leur rappeler que la lumière revient toujours, même dans les coins les plus oubliés du ciel. Le mois suivant, Pine Valley était méconnaissable. Les rues vibraient de vie. Les enfants faisaient du vélo, les cafés débordaient jusque sur les trottoirs et les volets restaient ouverts bien après le coucher du soleil. Au refuge, les journées étaient rythmées par les visites, les jeux dans les enclos, les nouveaux arrivants. Mais ce n'était plus uniquement un lieu d'accueil. C'était devenu un sanctuaire. Le programme secondeless avait pris racine. Les groupes se multipliaient. Certains venaient simplement pour s'asseoir dans l'herbe avec les chiens. D'autres parlaient. Beaucoup pleuraient. Et parfois, il n'y avait que des silences. Des silences denses, importants. Ethan avait commencé à travailler avec des psychologues locaux pour développer des séances mixtes, où l'on mêlait thérapie douce et interaction canine. Autumn avait transformé son cercle de parole en atelier d'écriture. Elle apportait des carnets vierges, des stylos de toutes les couleurs et lisait des textes anciens. Parfois les siens, parfois ceux des autres. Dusty était toujours là, couché près de la table, les yeux mi-clos, les oreilles en alerte. Il n'était plus seulement le chien rescapé d'un cauchemar. Il était devenu un ancrage pour tout un village. Un matin, alors qu'elle passait devant l'école primaire de Pine Valley, Autumn aperçut un dessin épinglé sur la porte vitrée. Un crayon bleu maladroit représentait Dusty, entouré d'enfants avec un cœur rose au-dessus de sa tête. En dessous, écrit en lettres majuscules, « Il nous aide à lire avec le cœur ». Une autre fois, une femme d'une ville voisine se présenta au refuge avec un bouquet de pivoine. Elle avait lu l'histoire de Dusty sur Internet. Elle avait perdu son mari l'année précédente. Elle ne voulait pas adopter. Elle ne savait pas encore si elle était prête. Elle voulait juste passer un peu de temps avec lui. Dusty s'approcha d'elle, posa sa tête contre ses genoux. Elle éclata en larmes. Et quand elle repartit, 2 heures plus tard, elle avait pris rendez-vous pour revenir la semaine suivante. Chaque jour, Dusty rappelait à quelqu'un que la douceur existait encore, que la tendresse pouvait renaître, et qu'un cœur abîmé n'était pas un cœur perdu. Et chaque soir, Autumn rentrait avec lui. Elle retirait ses chaussures, lui servait son repas, s'asseyait sur le tapis et écrivait. Parfois une page entière, parfois juste une phrase. Un soir, elle nota. « Je crois que la vraie force, ce n'est pas de tenir bon, c'est de continuer à aimer même quand on sait ce que ça coûte. » Elle referma son carnet. Dusty leva la tête, la fixa un moment, puis il vint se coller contre elle. Et elle comprit qu'elle avait raison. Un matin de juin, Autumn reçut un appel inattendu. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle hésita, la main flottant au-dessus du téléphone, puis elle répondit « Bonjour Madame Whittaker ?» La voix était grave, posée. «
Je suis agent fédéral Barnes, service de la protection animale. Je vous appelle suite à la plainte déposée concernant le site de Crooked Bend. » Son cœur se serra. Oui, bien sûr. L'homme poursuivit. Nous avons mené des enquêtes complémentaires. Et grâce à vos photos, vos descriptions et les éléments transmis par l'équipe du shérif Kowalski, nous avons pu élargir le champ d'investigation. Ce que nous avons découvert dépasse ce que nous avions envisagé. Ce site n'était pas isolé. Il fait partie d'un réseau plus large. Trafic d'animaux, paris clandestins, élevages illégaux. Autumn se laissa tomber sur la chaise près de la fenêtre. Dusty, comme s'il avait perçu le changement d'énergie, posa sa tête sur ses genoux. « Il y a eu d'autres victimes ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Trop, malheureusement. Mais aussi, grâce à votre travail, plusieurs fermes ont été perquisitionnées. Plus de 150 chiens ont été saisis en 3 semaines. Certains déjà placés, d'autres en soins. Et Dusty… » Il marqua une pause. « Dusty est devenu un symbole pour nos équipes. » Autumn sentit ses yeux s'humidifier. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dites rien, continuez ce que vous faites. Et sachez que ce que vous avez déclenché va sauver bien plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle raccrocha les mains tremblantes, puis elle se pencha vers Dusty et murmura « Tu n'étais pas juste un survivant, tu étais le début de quelque chose. » Plus tard ce jour-là, Autumn retrouva Ethan au bord du lac. Ils s'étaient donné rendez-vous près de la vieille jetée, celle qu'ils avaient réparée ensemble un mois plus tôt. Le soleil était haut et l'eau brillait comme un miroir. Dusty gambadait non loin, le pas souple, les oreilles dans le vent. « Il a l'air libre, » dit Ethan. Autumn hocha la tête. « Et moi aussi. » Ils restèrent tout là, assis côte à côte, à regarder Dusty, à écouter le clapotis de l'eau. Puis, sans un mot, Ethan glissa quelque chose dans la main d'Autumn. Un petit écrin de velours. Son souffle se coupa, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un pendentif discret, en forme de patte, gravé au dos. « Nous avons guéri ensemble. » Elle leva les yeux vers lui. Il ne disait rien. Il attendait. Pas une demande, juste un geste, une offrande. Elle referma l'écrin avec un sourire lent. Pas aujourd'hui, mais un jour. Il acquiesça. Et ce fut assez. Dans les semaines suivantes, le programme Secondeless s'exporta à travers tout l'État. Plusieurs refuges adoptèrent le modèle. Des centres de soutien psychologique contactèrent Autumn pour qu'elle intervienne en tant que formatrice. Elle n'était pas psychologue, elle n'était pas vétérinaire, mais elle savait ce que signifiait survivre. Et surtout, recommencer. Un jour, elle reçut une invitation d'un lycée de la région. Ils voulaient qu'elle vienne parler à leurs élèves. Elle hésita, puis accepta. Elle écrivit un discours qu'elle finit par ne pas utiliser. Parce que ce jour-là, quand elle entra dans la salle de classe, Dusty à ses côtés, les regards des adolescents étaient clairs, ouverts, affamés d'authenticité. Alors elle leur raconta l'histoire, sans fioriture, sans détour. Elle parla de la nuit, de l'accident, de la lettre, de la colère, du silence, de la douleur, puis elle parla de Dusty. Il n'a pas parlé, il n'a pas pleuré, il s'est juste couché contre moi, et dans ce geste, il m'a rappelé que j'étais encore là, que j'existais, que je pouvais être utile à quelqu'un. Les élèves ne bougeaient pas. Alors si vous traversez quelque chose et que vous pensez que c'est insurmontable, je ne vais pas vous mentir, ça va faire mal, très mal, mais il y a toujours quelque part une patte tendue, un regard sincère, une présence, même discrète. À la fin, un élève leva la main. « Madame Autumn, est-ce que Dusty est un héros ?» Elle sourit. « Non, Dusty est un survivant, et ça, c'est encore plus fort. » Le soir même, de retour chez elle, elle relut une dernière lettre. Celle qu'elle avait gardée sans jamais l'ouvrir. Mark Jensen. Elle l'ouvrit avec lenteur. « Je n'ai pas de mots pour annuler ce que j'ai fait, mais je vis avec, chaque jour. Et si un jour tu veux qu'on parle pour dire ce que toi tu as à dire, je t'écouterai. Je ne demanderai rien, mais je resterai disponible, avec tout ce que j'ai encore en moi de vrai. Mark. » Elle posa la lettre sur la table, s'assit à côté de Dusty et prit une profonde inspiration. Peut-être qu'elle lui répondrait, pas pour lui, mais pour elle, pour dire qu'elle avait survécu. Un soir d'été, alors que le ciel de Pine Valley s'embrasait dans des teintes de cuivre et de lavande, Autumn s'installa sur sa terrasse avec un carnet neuf. Dusty, comme toujours, s'étendit à ses pieds, la tête tournée vers le champ des grillons. Elle ouvrit le carnet, hésita un instant, puis traça sur la première page ces mots « Je m'appelle Autumn Whitaker, j'ai perdu un frère, j'ai survécu à la colère, au vide et à la solitude. Mais un chien abîmé m'a rappelé que je pouvais encore aimer. Et que je méritais aussi d'être aimé. Ceci et c'est notre histoire. » Elle s'arrêta là, les yeux embués mais le cœur léger. Ce carnet, ce n'était pas juste un témoignage.
C'était un point de départ, une manière de dire à toutes les autres Autumn, à tous les autres Dusty, que la nuit ne gagne jamais tout à fait. Le lendemain, elle posta le manuscrit aux éditions Marigold Press, une maison indépendante spécialisée dans les récits de résilience. Elle ne s'attendait à rien. Elle voulait juste que l'histoire vive ailleurs que dans sa tête. Quelques semaines plus tard, une réponse lui parvint. Manuscrit accepté, parution prévue au printemps. Ils adoraient le titre « Doré m'a sauvé ». Le livre connut un succès inattendu. Ce n'était pas un best-seller planétaire, mais il devint un ouvrage de référence dans de nombreux refuges, écoles, hôpitaux. Des groupes de lecture se formèrent autour, des podcasts en parlèrent, et dans les lettres qu'elle reçut, une constante revenait. Merci de nous avoir donné la permission de ressentir. Et Dusty, il continua de marcher à ses côtés, chaque jour, chaque nuit. Il vieillit, doucement, avec grâce. Son museau blanchit un peu, ses mouvements devinrent plus lents, mais son regard ne perdit jamais cette étincelle, celle qui disait « Je te vois, tu es en sécurité ». Un matin d'automne, le genre de matin qui porte bien son nom, Autumn sortit de chez elle pour trouver Dusty déjà réveillé, assis face au soleil. Elle s'agenouilla, l'enlaça et murmura « Tu es mon miracle ». Il posa doucement sa tête contre sa poitrine, puis il ferma les yeux. Il s'endormit paisiblement ce jour-là dans ses bras, comme s'il avait attendu qu'elle soit prête, comme s'il avait accompli sa mission. Le refuge organisa une petite cérémonie, rien de solennel. Juste un cercle, des fleurs des champs, des photos de chiens qui avaient changé des vies. Ils plantèrent un chêne en son honneur, à l'endroit exact où il s'était tenu pour la première fois au bord du champ. Après sa guérison, une plaque fut posée à ses pieds. On pouvait y lire « Ici repose Dusty ». Chien courageux, cœur loyal, guérisseur de cicatrices invisibles. Il a appris à vivre et nous a appris à aimer. Autumn retourna souvent à cet arbre. Elle s'y asseyait, écrivait, ou parfois ne faisait que regarder les branches danser dans le vent. Et chaque fois, elle sentait encore la chaleur d'une présence à ses côtés. Des années plus tard, alors qu'elle animait un cercle de parole dans un refuge voisin, une jeune femme lui demanda « Pensez-vous qu'un animal peut vraiment sauver une vie ?» Autumn sourit. Elle regarda le ciel un instant, puis répondit « Non, je pense qu'ils peuvent en révéler la valeur, nous rappeler qu'elle vaut la peine d'être sauvée. » Et dans le silence qui suivit, elle sentit une paix profonde l'envahir. Parce que Dusty n'était jamais vraiment parti. Il vivait dans chaque mot qu'elle écrivait, dans chaque chien qu'il recueillait, dans chaque cœur qu'il touchait. Et à Pine Valley, où les collines veillaient en silence sur les blessures anciennes, un chêne grandissait, solide, paisible, immortel. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à la partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire. Racontez-nous votre histoire, votre Marley, votre moment de grâce, et si vous croyez aux secondes chances, au timing divin et au pouvoir de guérison de l'amour, écrivez Amen en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, car les miracles existent, et parfois, ils arrivent enveloppés dans une fourrure dorée. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui attendent encore leur miracle.